effectivement, sur le suivi de santé, comme le disait le docteur Durand, donc on va vous réexpliquer un petit peu toutes les visites des moins récentes et les toutes dernières nouveautés. Donc, pour ce webinaire, donc les intervenants, donc je suis accompagnée du docteur Karine Durand, qui est médecin coordinateur et médecin du travail au sein de notre association, et moi-même, donc Cécile Texera, je suis infirmière de santé au travail. Et donc, pour vous présenter un petit peu le sommaire, donc on va déjà vous présenter votre service de prévention et de santé au travail, donc Horizon Santé Travail et un peu tous les services qu'on peut vous proposer. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec le suivi de santé. Nous aborderons les différents suivis individuels de santé, donc le suivi individuel renforcé et le suivi individuel adapté. Nous du binôme médecin du travail, infirmier de santé au travail, donc qui sont les deux acteurs qui assurent le suivi de santé, et les différents types de visites. Et on a souhaité vous faire aussi un focus sur l'équipe pluridisciplinaire, puisque c'est une équipe qui intervient aussi en appui au suivi de santé. Et donc, comme je vous le disais, à la fin, nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses. Mais n'hésitez pas, tout au long du webinaire à poser vos questions sur le chat. Donc, qui sommes-nous? Donc, Horizon Santé Travail, c'est le fruit d'une fusion de 4 services de santé au travail qui sont situés donc, dans le nord-ouest parisien, plutôt au département 92, le 75, le 93 et le 78. Et effectivement, ils avaient cette vision partagée de répondre aux nouveaux défis de la santé au travail et donc d'accompagner les entreprises dans leur quotidien, notamment pour les aider à préserver la santé de leurs salariés. C'est vraiment notre mission principale. Et donc, Horizon Santé Travail, c'est à peu près 200 collaborateurs, dont 60 médecins du travail, une trentaine d'infirmiers de santé au travail et donc toute une équipe aussi de préventeurs, une trentaine également. Et donc, nous sommes répartis dans 14 centres fixes, donc dans les départements que j'ai cités. Et on a également des centres au cœur de l'entreprise même. Donc, nos équipes, donc il y a vraiment le médecin du travail qui est le conseiller privilégié et qui s'entoure d'une équipe de spécialistes pour vous accompagner au quotidien, que ce soit donc dans vos démarches de santé, de sécurité au travail et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans votre entreprise. Donc, il est entouré d'infirmiers de santé au travail, de l'assistante médicale. C'est vrai qu'on a fait un focus un peu plus sur l'assistante médicale puisque c'est souvent votre premier interlocuteur. L'équipe préventeur, donc, qui est composée d'ergonomes, mais également de psychologues du travail, d'ingénieurs en hygiène sécurité, d'assistantes de prévention. Également dans notre équipe des psychologues, des assistantes sociales et le service PDP, donc qui est le service de la prévention de la désinsertion professionnelle pour le maintien en emploi. Et donc, vous pouvez vraiment bénéficier de toutes ces aides-là dans le cadre de votre cotisation. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se passer de leur service. Justement, nos services, donc, ils intègrent plusieurs thématiques de prévention. Donc, effectivement, si vous vous interrogez sur un risque professionnel auquel vos salariés sont exposés, n'hésitez pas à nous contacter. Ça peut être de la métrologie, donc des mesures de bruit. Ça peut être tout ce qui est des sensibilisations ou une problématique, une question sur les risques psychosociaux, ou vous avez besoin d'aide dans les accidents du travail, évaluer votre risque chimique ou le risque routier. Ça peut être des sensibilisations aussi sur plusieurs thématiques, comme tout ce qui est un peu hygiène de vie, donc le travail de nuit, ou le sommeil, ou les addictions. Et donc, toutes ces prestations qu'on peut vous proposer, ça rentre vraiment dans le cadre de votre cotisation. Ça ne va pas vous engendrer un coût supplémentaire. Et donc, pour en bénéficier, vous pouvez passer donc, par votre médecin du travail ou votre interlocuteur habituel et on essaiera de répondre le mieux possible à vos besoins. Donc, comme je l'ai un peu évoqué, ça peut être du diagnostic, du conseil personnalisé, des sensibilisations au sein de vos locaux.
vous aider à élaborer votre document unique. Ça peut être des webinaires comme aujourd'hui, du e-learning, etc. Donc, n'hésitez pas si vous aviez besoin. Donc, le suivi de santé, et donc je vais laisser la parole au docteur Durand. Alors, merci beaucoup encore pour votre participation. Comme vient de vous expliquer Cécile, le médecin du travail est entouré d'une équipe pluridisciplinaire et on est là véritablement pour vous accompagner à répondre, entre autres, à vos obligations en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs. Car comme vous le savez, dans le Code du travail, l'article L4121.1 du Code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. De ce fait, certaines obligations vous incombent et, entre autres, d'adhérer à un service de santé au travail est une obligation faite à tout employeur dès l'embauche du premier salarié, et ce, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail. Un CDI, un CDD, un statut intérimaire, un contrat d'apprentissage, eh bien, tous ces statuts vous oblige à adhérer à un service de santé au travail. Et cette obligation, il faut que vous la voyez véritablement comme un accompagnement, l'apport de conseils pour démarrer une réflexion ensemble sur une démarche de santé au travail et de prévention des risques professionnels auxquels sont exposés vos collaborateurs. Alors, en premier lieu, lorsque vous rentrez en contact avec notre service, vous allez être effectivement en relation avec le service de gestion relation adhérents, et puis vous adhérez et vous allez rentrer en contact via le portail adhérent, donc ce système donc éditeur de logiciels qui commence à mettre un lien entre nous, service, et vous-même adhérent. Et par la suite, vous nous adressez donc un document qui va préciser certains items que je vais vous décrire et qui sont extrêmement importants. Parce que c'est le point de départ, en fait, du suivi de santé de vos salariés. Alors, dans ce document, comme il est écrit d'ailleurs dans l'article D4622-22 du Code du travail, vous énoncez donc l'effectif des salariés que vous avez et vous allez donc nous donner le nombre de salariés que nous allons suivre et la catégorie des travailleurs à suivre. Et cette catégorie des travailleurs à suivre, c'est ce qu'on va vous décrire et c'est vraiment l'objet de ce webinaire, donc qui va permettre de distinguer la surveillance individuelle et la surveillance individuelle adaptée et celle renforcée, va dépendre donc des risques professionnels auxquels sont exposés vos collaborateurs. Et cette catégorie, c'est à vous de la déclarer. Donc, bien entendu, il faut que vous réfléchissiez aux risques qu'il émane dans votre entreprise, dans votre secteur d'activité. Et suivant les risques, et le webinaire va vous aider évidemment à pouvoir les clarifier et les déclarer avec le plus d'exactitude possible. Bien entendu, vous pouvez nous contacter en amont et demander notre avis, l'avis du médecin du travail. Vous pouvez demander l'avis évidemment aux membres de votre comité social et économique pour pouvoir déclarer les salariés dans la bonne rubrique, si je peux dire, qui va permettre par la suite donc un suivi qui correspond à cette catégorisation. Ce document, il faut savoir qu'il est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Alors, quand on parle de médecine et de santé au travail, eh bien, évidemment, c'est une médecine très législative. Elle suit des législations et de nombreuses réformes, ma foi, depuis des années. Et les dernières, donc, émanent de la loi du 2 août 2021 qui a été donc énoncée pour renforcer la prévention en santé au travail. Et c'est donc toute cette base qu'on va vous décrire aujourd'hui, avec entre autres le décret du 16 mars 2022 qui a proposé donc une nouvelle visite qui est entre autres la visite fin de carrière et visite post-exposition, mais aussi certaines caractéristiques concernant la visite de pré-reprise et la visite de reprise des travailleurs. Et donc, vraiment, retenez bien ce point et vous allez voir, il y a eu des modifications depuis cette loi au niveau, entre autres, de la visite de reprise qui sont importantes à retenir. Et enfin, le décret du 26 avril 2022 qui est relatif aux délégations des missions par les médecins du travail aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail qui donc a ouvert le champ donc de visites réalisées par les infirmiers en santé au travail en plus de celles qu'elles réalisaient déjà et c'est important que vous en soyez donc informés.
Alors, du coup, sur les différents suivis individuels de l'état de santé, je vais vous évoquer déjà le suivi individuel de l'état de santé, qu'on appelle le SI. Effectivement, c'est l'article L4624-1 du Code du travail, qui dit que tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, et ce suivi, il est assuré par un médecin du travail ou sous son autorité, par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier. On réalise une visite d'information et de prévention après l'embauche de votre salarié. Et donc, cette visite se fait par un professionnel de santé, que j'ai cité juste avant, médecin, interne, infirmier. À la suite de cette visite, on délivre une attestation de suivi. Et évidemment, le professionnel de santé qui reçoit le salarié a la possibilité d'orienter le salarié sans délai vers le médecin du travail. Ces visites, cette périodicité de visite, lorsque le salarié est donc en suivi individuel, la périodicité ne peut pas excéder 5 ans. C'est-à-dire que le salarié bénéficiera d'une visite tous les 5 ans au maximum. Donc ça, c'est un délai vraiment maximum, puisque la périodicité peut être raccourcie parce qu'on va prendre en compte en fait les conditions de travail et également l'état de santé ou l'âge du travailleur et les risques professionnels auxquels il est exposé. Voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment un suivi individuel. Donc c'est un suivi qu'on va personnaliser, mais quoi qu'il arrive, le délai maximum sera de 5 ans. Ce petit résumé, le salarié n'a pas de risque, n'est pas exposé à un risque particulier. Donc, il arrive à son poste de travail. Dans les 3 mois maximum post-embauche, il doit faire une visite d'information et prévention initiale, la VIPI. À la suite de cette visite, il a une attestation de suivi qui vous est transmise également. Et dans 5 ans maximum après, il refait une visite d'information et de prévention, donc pas initiale, puisque ce n'est plus la première, donc visite d'information et de prévention, à nouveau une attestation de suivi, et ainsi de suite tous les 5 ans. Et donc, cette visite est faite par un professionnel de santé. Et ce qu'il est important aussi de noter, c'est que le salarié peut demander une visite à tout moment à sa demande, donc le salarié, mais aussi vous, l'entreprise, l'employeur, et également le médecin du travail. On va le détailler un peu plus ensuite. Ensuite, le suivi individuel adapté. Donc ça va être les salariés qui sont exposés aux risques professionnels suivants. Donc si votre salarié est un travailleur de nuit ou il est exposé à un agent biologique de groupe 2 ou à un champ électromagnétique, donc ça c'est vraiment en lien avec les risques professionnels, mais c'est aussi une situation spécifique. Une femme enceinte ou venant d'accoucher ou allaitante, le travailleur handicapé ou le travailleur qui est titulaire d'une pension d'invalidité ou votre salarié qui est mineur de moins de 18 ans sont également en surveillance individuelle adaptée. Et donc, pour ces salariés-là, la périodicité des visites n'est plus donc de 5 ans, mais elle est de 3 ans pour tout salarié. Donc, on vient de voir le suivi individuel adapté. Vous avez compris que c'est toujours en fonction d'une exposition à des risques ou alors à un statut spécifique. Et donc, pour terminer, il y a le suivi à surveillance individuelle renforcée qui correspond donc à vos salariés qui sont exposés à des risques professionnels particuliers, répondent à un article de loi qui est donc l'article R4624-23 du Code du travail et qui précise donc des risques pour lesquels on a toujours estimé que, à juste titre d'ailleurs, qu'il était nécessaire de renforcer le suivi. C'est pour cela que ça s'appelle donc les surveillances individuelles renforcées, c'est-à-dire avec une périodicité, avec une vigilance supplémentaire. Ce sont tous les salariés qui sont exposés à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les agents biologiques de groupe 3 et 4, les rayonnements ionisants, quels qu'ils soient, donc catégorie A ou B, milieu hyperbare, tout ce qui va être montage, démontage d'échafaudage, tout ce qui va être travail en hauteur en fait, et la manutention manuelle supérieure à 55 kg.
si vos salariés sont exposés à ces risques-là, ils sont obligatoirement à classer en CIR. Ensuite, il y a aussi dans la classification donc renforcée des postes de travail qui nécessitent ce qu'on appelle un examen d'aptitude spécifique. Et entre autres, ce sont ceux qui sont exposés à la formation et qui doivent suivre cette formation d'habilitation électrique, ou alors la nécessité d'avoir le CACES, qui est donc la conduite pour l'utilisation de certains engins, comme on peut avoir avec le Fenwick, par exemple. Et pour terminer, les jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux interdits susceptibles de dérogation, là aussi, donc, sont considérés, bien entendu, en surveillance individuelle renforcée. À savoir aussi que cette liste peut être complétée par votre souhait si vous estimez que votre secteur d'activité est très spécifique, très particulier et qui nécessiterait une surveillance renforcée et qui n'appartient pas à cette liste qui est une liste légale en fait, eh bien vous pouvez compléter la liste des postes à risque particulier après avis donc auprès du médecin du travail et des membres de votre comité social et économique. Contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure par Cécile au niveau de la surveillance individuelle ou la surveillance individuelle adaptée qui se délivre au final par une attestation de suivi, tous les salariés qui sont exposés à un suivi individuel renforcé donc, ont un examen médical d'aptitude et vont avoir la délivrance d'un avis d'aptitude. Donc, il faut bien comprendre cette nuance, parce qu'il y a des années, donc on ne parlait que de aptitude. Aujourd'hui, le terme aptitude n'est employé que pour les salariés suivis en suivi individuel renforcé, mais finalement, l'attestation de suivi, évidemment, a la même valeur, j'aurais tendance à dire, c'est simplement qu'on a catégorisé les risques. Donc, l'objectif de l'examen médical d'aptitude, c'est de s'assurer que le travailleur est donc apte au travail, c'est-à-dire que son état de santé est compatible avec le poste de travail qu'il occupe, de rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection qui comporterait un danger pour autrui, de proposer éventuellement des adaptations de poste, d'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste du travail et bien entendu, j'aurais tendance à dire peut-être le point le plus important, c'est de sensibiliser le travailleur sur les risques auxquels il est exposé et sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Et donc, de ce fait, suite à cette visite, il y a un avis d'aptitude qui est émis. L'examen médical d'aptitude à l'embauche, donc pour vos salariés déclarés en CIR, est effectué par le médecin du travail et non pas par l'infirmier en santé au travail. Il a une périodicité de 4 ans par rapport à celle que vous avez vue tout à l'heure de 5 ans pour le suivi individuel et de 3 ans pour le suivi individuel adapté. Par contre, il y a une visite dite intermédiaire qui a lieu donc au bout de 2 ans, donc vraiment à la moitié de cette périodicité des 4 ans, qui peut être réalisée par un professionnel de santé, dans ce cadre-là, donc par une infirmière ou un infirmier en santé au travail, un collaborateur médecin. Donc, juste pour vous rappeler, un collaborateur médecin, c'est donc un médecin qui est en formation de santé au travail, tutoré par un médecin du travail, évidemment, qui est au sein du service et qui peut tout à fait émettre des avis sous le tutorat du médecin du travail. Cette visite intermédiaire peut être réalisée par le professionnel de santé concerné, a lieu tous les 2 ans et là, il y a une délivrance d'une attestation de suivi. Donc, pour résumer, examen médical d'aptitude à l'embauche, avis d'aptitude fait par le médecin du travail, visite intermédiaire faite par le professionnel de santé, infirmier, collaborateur médecin ou le médecin du travail, attestation de suivi. Et enfin, de nouveau, un examen médical d'aptitude qui a lieu donc au grand maxi au bout de 4 ans. Comme vous disait Cécile tout à l'heure, cette périodicité, c'est toujours avoir comme un état maximal. C'est-à-dire que si le médecin du travail juge que la personne, on doit la revoir de manière plus proche, eh bien, il réduira le délai de cette visite. Il peut le réduire donc à 3 ans, voire à 1 an, entre autres la catégorie A pour les radiations ionisantes, il s'avère que c'est une périodicité d'1 an. Vous voyez, donc même légalement, il y a déjà eu des réflexions là-dessus. Et donc, l'examen médical d'aptitude, ensuite, délivrance d'un avis d'aptitude. Est-ce que vous avez des questions? Cécile et moi, on est à votre disposition si déjà vous avez des points d'interrogation sur ce qu'on vient de vous présenter. En tout cas, n'hésitez pas. Alors,
il était important évidemment de vous expliquer nos deux corps de métier. Donc, le médecin du travail, c'est un médecin qui est spécialiste, qualifié en médecine du travail, et son rôle est essentiellement préventif, c'est-à-dire qu'il va réfléchir à évaluer l'état de santé du salarié en évitant toute altération de sa santé du fait du travail qu'il occupe. Donc, c'est aussi bien la réflexion sur la compatibilité de son état de santé avec les risques auxquels il est exposé, les conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et l'état de santé. Et donc, évidemment, on pense aux salariés concernés et à autrui, donc à la sécurité des tiers qui évoluent dans l'environnement immédiat de travail de ce salarié. Le médecin du travail, il vous accompagne, et comme toute l'équipe d'ailleurs pluridisciplinaire d'Horizon Santé Travail, on est un accompagnant, on est un conseiller auprès de vous parce que c'est important qu'on puisse partager ensemble les conditions de travail de vos salariés, vos conditions de travail également, et puis de pouvoir donc réfléchir ensemble sur comment éviter certains risques professionnels qui émanent de votre activité et qui sont présents, l'agent chimique par exemple, eh bien, dans une société industrielle, évidemment, il va y avoir des produits chimiques. Et comment faire pour éviter ces produits chimiques? Et si on ne peut pas les remplacer, eh bien, comment diminuer ces risques professionnels en utilisant des mesures de prévention qui va limiter évidemment l'exposition, améliorer les conditions de travail. Et enfin, un point extrêmement important et d'autant plus est aujourd'hui au vu du contexte actuel, une réflexion et qui, à mon avis, doit vraiment être faite ensemble sur comment réduire la pénibilité au travail, comment réduire l'usure professionnelle au vu donc de l'allongement de la durée de vie au travail par la réforme de la retraite qui vient d'être signée au Conseil constitutionnel. Donc, prévenir la désinsertion professionnelle et contribuer au maintien en emploi de vos salariés. C'est vraiment notre activité première et vous accompagner dans ces réflexions-là et vous aider pour cela. Le médecin du travail, il n'est pas seul. Il est accompagné aujourd'hui et depuis de nombreuses années. Il a la chance d'avoir des pluricompétences autour de lui et qui sont à votre service, comme le précisait Cécile à l'instant. Donc, le médecin du travail, il peut confier certaines activités sous sa responsabilité dans le cadre de protocoles écrits aux collaborateurs médecins, aux internes, aux infirmiers en santé au travail et également des missions aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. Et je pourrais reprendre tous les services que vous a présentés, donc Cécile, au niveau des ateliers de sensibilisation en lien avec une exposition au bruit, en lien avec une exposition au risque chimique, une réflexion sur l'hygiène de vie, sur la nutrition, sur le risque biologique, etc. C'est extrêmement important de nous solliciter pour vous aider et vous accompagner sur la protection de la santé de vos travailleurs. Je vous invite à regarder notre chaîne YouTube où il y a une vidéo qui décrit donc le déroulement d'une visite de suivi en santé au travail. Je laisse la parole à Cécile qui va vous présenter son corps de métier. Alors du coup, donc l'infirmier de santé au travail, donc c'est avant tout un infirmier diplômé d'État qui a fait une formation spécifique en plus en santé au travail. Donc c'est un professionnel de santé donc qui est sous l'autorité du médecin du travail et qui travaille avec un protocole écrit, donc un peu, si vous voulez, sous ordonnance. Donc, elle réalise des visites d'information et de prévention initiale et périodiques lorsque le salarié est en suivi individuel, comme on l'avait expliqué précédemment, donc quand il n'y a pas de risque professionnel particulier. Il peut réaliser des visites intermédiaires, donc les fameuses visites tous les 2 ans lorsque le salarié est donc en suivi individuel renforcé. Et ça, c'est un peu donc les nouveautés qu'on expliquera, qu'on détaillera aussi un petit peu plus tard. Mais donc, il y a la délégation de certaines visites. Donc, bien sûr, pas tout ce qui est examen médical d'aptitude ou son renouvellement. Mais toute cette délégation de visite auprès des infirmiers, c'est fait bien sûr sous protocole écrit avec le médecin du travail. L'infirmier peut orienter le salarié vers le médecin du travail s'il le juge nécessaire.
Et de toute façon, il y a toujours des temps d'échange avec le médecin du travail. Il y a des staffs qui sont organisés pour évoquer des dossiers de salariés ou même plus généralement des entreprises. Et donc, c'est là qu'on échange et que le médecin peut prendre la décision de revoir un salarié avant les délais maximum. Et donc, les visites faites par les infirmiers de santé au travail, donc à la fin de leur visite, on délivre une attestation de suivi. Et donc, dessus, vous ne verrez jamais écrit la notion d'apte ou d'inaptitude médicale pour le salarié. Alors, comment ça se passe une visite d'information et de prévention avec un infirmier? Donc, c'est vraiment un moment d'échange entre le salarié et l'infirmier. Le salarié va nous décrire son poste de travail en détail, bien sûr, parce que nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est de voir à quel risque professionnel il est exposé, donc en nous détaillant ses missions. Ensuite, on interroge le salarié sur ses données de santé pour vérifier, en fait, pour s'assurer que son état de santé ne va pas être altéré du fait de son travail. Ce qui est important quand on parle de données de santé, c'est que l'infirmier de santé au travail, au même titre que le médecin ou professionnel de santé, on est soumis au secret professionnel, au secret médical. Et donc, pour recueillir ces données de santé, le salarié répond en amont de la visite ou s'il a oublié, on le fait lors de la visite, un questionnaire de santé donc qu'on vous a mis sur la droite, donc qui reprend les antécédents et l'état actuel. Est-ce que le salarié prend des médicaments actuellement? Est-ce qu'il est fumeur? Un peu le mode de vie, le temps de trajet et aussi trois petites questions sur comment il se sent au travail, est-ce qu'il se voit être maintenu à son poste de travail, etc. Et donc voilà, on va identifier l'état de santé et les risques auxquels il est exposé, parce que nous aussi, ça va nous permettre, est-ce que ce salarié doit être revu par le médecin du travail ou non, est-ce que c'est tout bon? Lors de cette visite, l'infirmier va réaliser des examens systématiques. L'infirmier va prendre une tension artérielle, la taille, le poids. Il peut réaliser aussi des examens complémentaires. Ça peut être un test visuel, ça peut être un examen d'urine. Et on va s'adapter aussi en fonction du poste de travail. Par exemple, un salarié qui est exposé au risque bruit, on va lui proposer un audiogramme, par exemple. Pareil, je rejoins le docteur Durand, lors de ces visites, c'est le moment où on va informer le salarié des risques auxquels il est exposé et on va le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. On informe également le salarié sur les modalités de son suivi de santé. Est-ce qu'on va le revoir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Et on l'informe aussi sur le droit qu'il a de revenir vers nous à n'importe quel moment. S'il en ressent le besoin, il peut solliciter un rendez-vous à sa demande avec le médecin du travail uniquement. Le salarié ne peut pas demander à être vu par l'infirmière. Ça sera forcément une visite faite avec le médecin du travail. Tout comme pour le métier de médecin du travail, on a fait une vidéo il y a quelques années sur le rôle d'un infirmier de santé au travail. Cette vidéo, vous pouvez également la visualiser sur notre chaîne YouTube. Alors, du coup, les types de visites. Donc là, on va reprendre chaque visite. Donc déjà, la visite d'embauche. Donc pour un salarié qui est en suivi individuel, on fait une VIPI, donc une visite d'information et de prévention initiale, qui est faite par un professionnel de santé, comme on vous l'a vu. Cette VIPI, vous allez recevoir une attestation de suivi par un professionnel de santé et c'est une visite qui se fait dans les 3 mois de l'embauche. Lorsque le salarié est en suivi individuel adapté, donc tout ce qui est exposition, risque biologique, électromagnétique, le travailleur de nuit et le salarié de moins de 18 ans, donc pour ces 4 items, c'est une attestation de suivi qui est délivrée par un professionnel de santé. Lorsque le salarié est en suivi individuel adapté, lorsque c'est parce qu'il est travailleur handicapé ou qu'il a une pension d'invalidité, alors le travailleur handicapé
qu'il voulait déclarer ou non, hein, là, l'attestation de suivi est délivrée par le médecin du travail. Donc, ça arrive que la visite initiale, la VIPI, la visite d'information et de prévention initiale, soit programmée avec le professionnel de santé, alors que, par exemple, le travailleur est handicapé, mais vous ne le saviez pas. Donc, l'infirmière a la possibilité d'orienter à nouveau le salarié vers le médecin du travail pour que la visite de ce salarié, qu'à la fin de la visite, ce salarié reparte avec une attestation qui est bien établie par un médecin du travail et pas par un professionnel de santé. Excusez-moi, j'étais en train de répondre à une question, je vais y répondre juste après au sujet des stagiaires. Je peux répondre oralement, en fait, ça va être tout aussi simple. Donc, les stagiaires n'ont pas de visite à passer, de visite médicale auprès de la santé au travail, parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail, en fait. Donc, ils passent une visite généralement par la médecine de l'enseignement où ils sont étudiants, par exemple, mais les stagiaires n'ont pas à passer de visite auprès de la santé au travail. Vous n'avez pas à nous inscrire un stagiaire. Un contrat d'apprentissage, un contrat d'alternance, c'est différent, hein. Le stagiaire n'a pas de visite, mais un contrat d'alternance ou d'apprentissage, effectivement, du fait qu'il y a un contrat de travail qui émane, eh bien, il a un suivi de santé à passer. Alors, je poursuis. Donc, les visites d'embauche, effectivement, on l'évoquait sur le suivi des salariés individuels et suivi individuel adapté. Eh bien là, je vous présente la visite d'embauche pour les salariés en suivi individuel renforcé. Donc, vous vous souvenez, donc tout ce qui est risque particulier, l'amiante, le plomb, le risque chimique, les agents chimiques, les agents biologiques catégorie 3, 4, etc. Eh bien, normalement, la visite a donc lieu avant l'affectation au poste et elle se termine par la délivrance d'un examen médical d'aptitude à l'embauche avec un avis d'aptitude. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, le document est différent de celui que vous avez vu juste au slide avant, qui était une attestation de suivi. Et là, vous retrouvez donc le fameux terme aptitude avec un avis d'aptitude parce que le salarié est en catégorie donc dite CIR. Donc, délivrance d'un avis d'aptitude par le médecin du travail, délivrance de proposition d'aménagement du poste de travail qui peut être donc sur un autre feuillet. Il vous arrive, et soyez vigilants là-dessus, on vous remet deux feuilles hein, dans le mail que vous allez recevoir par notre portail adhérent, donc avec l'avis d'aptitude et puis un avis sur les propositions d'aménagement du poste de travail. Et puis, dans certaines conditions très spécifiques, hein, évidemment, d'un avis d'inaptitude peut être émis de ce fait à la conclusion donc, généralement de plusieurs visites et d'évaluation du médecin du travail qui estime l'incompatibilité de l'état de santé avec le poste de travail qu'il occupe. Donc, la périodicité, je pense que c'est clair pour vous maintenant. Salarié en suivi individuel tous les 5 ans, salarié en suivi individuel adapté tous les 3 ans, salarié en suivi individuel renforcé, donc tous les 2 ans, avec la périodicité donc de 4 ans au bout du compte. Ceci pouvant changer suivant donc l'estime du professionnel de santé et du médecin du travail, entre autres, pour des raisons donc d'état de santé, pour des raisons d'âge, pour des raisons de métier finalement qu'on estime important à suivre de près. Eh bien, on peut avoir une périodicité plus courte. Sur le slide actuel, là, vous voyez justement ce deuxième feuillet dont je vous parlais, avec les propositions de mesures d'individuel. Ça peut être des propositions d'aménagement du rythme de travail, avec du temps partiel thérapeutique, par exemple. Ça peut être limitation de port de charge. Ça peut être d'autres préconisations d'aménagement qui sont donc proposées par le médecin du travail pour pouvoir permettre aux salariés de reprendre le travail dans les meilleures conditions pour sa santé. Alors, 2 slides extrêmement importants parce que ça permet d'être à jour des visites. Si le travailleur, votre salarié, est donc en catégorie simple, c'est-à-dire surveillance individuelle, je vous rappelle que c'est vous qui déclarez hein, les salariés dans
fameuse catégorie. Donc, c'est très important de pouvoir identifier les risques et on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à, d'une part, nous communiquer votre document unique. Donc, ça fait partie justement des dernières réformes, hein, de communiquer auprès du service de santé au travail votre document unique d'évaluation des risques. Si besoin, on est là pour vous aider à l'élaborer. Et ce document unique, ça vous permet de réfléchir avec les membres du CSE, avec nous-mêmes, avec nos équipes pluridisciplinaires qui sont à vos services, sur les risques qu'il existe dans votre entreprise et ainsi de bien catégoriser les salariés. Donc, si un salarié il est en catégorie surveillance simple, qu'il a passé une visite en fait dans un autre, lorsqu'il était chez un autre employeur juste avant vous et qu'il a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédents, eh bien, si le travailleur il occupe le même poste, donc vraiment l'emploi identique, c'est normal puisqu'on évalue son état de santé en fonction des risques auxquels il est exposé. Donc, il faut qu'il occupe le même emploi pour qu'il y ait la même exposition au risque. S'il occupe le même emploi que le travailleur a l'attestation de suivi de sa précédente visite auprès d'un service de santé au travail qui peut être donc différent d'une autre, parce que ça dépend souvent de la géographie, hein, évidemment, du périmètre géographique, eh bien, si vous remet cette attestation de suivi, eh bien, vous nous la transmettez également. Le professionnel de santé donc, est en possession de la dernière attestation de suivi et la visite donc n'est pas utile, n'est pas requise, sauf si vous le souhaitez. Hein, je dis ça, mais si vous souhaitez que le médecin du travail ou le professionnel de santé reçoivent vos salariés pour la visite d'embauche, bien entendu qu'on reçoit de toute manière votre salarié. Mais si par hasard, vous avez l'attestation de suivi et que la personne donc, a eu une visite, je ne sais pas moi, 3 mois avant, eh bien, vous pouvez donc considérer que vous êtes à jour des visites et vous nous remettez cette attestation de suivi et on est bon. Donc, il faut qu'elle ait été réalisée moins de 5 ans avant, dans le cas d'un salarié à surveillance individuelle, moins de 3 ans avant dans le cas d'un salarié à suivi individuel adapté, ou encore, donc, si on est dans le cas de la surveillance individuelle renforcée, eh bien, donc, une visite médicale dans les 2 ans qui précèdent l'embauche. Donc, vous avez bien compris, il est indispensable que le travailleur occupe le même emploi, d'autre part, qu'il soit en possession du dernier avis d'aptitude ou l'attestation de suivi, qui vous la remettent et que vous nous la remettez également. Donc, une photocopie, hein, vous gardez bien un exemplaire pour vous. Et enfin, il faut que sur cet avis, il n'y ait aucune mesure d'aménagement ou d'avis d'inaptitude qui a été émis, bien entendu, que ce soit au cours des 2 ans ou au cours des 5 ans ou 3 ans, comme je viens de vous le dire précédemment. Parce que dans ces cas-là, bien entendu, vous avez besoin d'un nouvel avis du médecin du travail ou du professionnel de santé, infirmier en santé au travail, pour savoir si ces mesures d'aménagement ont toujours lieu d'être ou pas. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces points ? Alors, on va... Donc, je vais répondre à Madame. Alors, est-il possible d'avoir le PowerPoint, s'il vous plaît? Donc, je répète, ah oui. Donc, le PowerPoint, effectivement, vous sera remis à l'adresse mail que vous avez communiquée pour vous inscrire. Et entre autres, mais dans l'absolu, j'aurais tendance à vous dire que c'est plutôt le replay qu'il faut prendre parce qu'il y a certainement des points qu'on dit à l'oral qui peuvent vous aider également, en plus du support. Alors, on va aborder donc les autres types de visites qui sont tout aussi importantes parce que les visites qu'on vient de vous exposer, la visite d'embauche, la visite périodique, donc celle qui a lieu donc tous les 5 ans, etc., sont des visites dites obligatoires. D'accord ? La visite d'embauche, c'est vous qui nous la demandez parce que nous, on ne peut pas savoir qui vous avez embauché, évidemment, donc ça relève de vous. La visite périodique, donc effectivement également. Après, à nous de vous aider à savoir quand est-ce qu'il y a eu lieu la visite, etc. Ça, j'aurais tendance à dire que c'est un échange qu'il faut que vous ayez avec l'assistante médicale. Mais les autres visites dont on va parler, peuvent être spécifiquement donc à la demande de certains acteurs. Et c'est important que vous compreniez bien ça. Alors, on va commencer par la visite de pré-reprise.
La visite de pré-reprise, comme son nom l'indique, a lieu avant la reprise et, entre autres, elle a lieu pendant l'arrêt de travail. Cette visite de pré-reprise, elle est réalisée à l'initiative du travailleur ou du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale ou du médecin du travail. Vous ne pouvez pas, vous, organiser une visite de pré-reprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas nous appeler en nous précisant « Mon salarié est en arrêt de travail, je voudrais bien qu'il vous voie pour préparer la reprise. Je l'ai eu au téléphone, voilà, ça serait bien qu'il vous voie. » On ne pourra pas accepter cette demande. En fait, il faut que vous proposiez à votre salarié, si vous échangez avec lui pendant l'arrêt, de nous appeler, lui, pour pouvoir organiser la visite de pré-reprise. Donc, vous ne pouvez pas organiser la visite de pré-reprise. Donc, la visite de pré-reprise, elle est organisée donc, à l'initiative du travailleur, du médecin traitant, du médecin conseil ou de nous-mêmes, médecins du travail. Elle est extrêmement importante. Elle est extrêmement utile parce qu'elle permet d'anticiper cette reprise du travail, de réfléchir aux aménagements qui seraient nécessaires pour préparer cette reprise. Donc, l'anticipation est vraiment la base. Favoriser le maintien en emploi des travailleurs et préconiser, donc si besoin est, des aménagements, des moyens de prévention particuliers. Cette visite de pré-reprise n'a pas d'attestation de suivi ou d'avis d'aptitude, elle ne se conclut pas par un document comme celui-là. Par contre, il peut vous arriver que vous receviez un document de visite de pré-reprise qui est en fait co-signé avec le salarié. Le salarié est d'accord pour qu'on vous prévienne qu'il y a eu une visite de pré-reprise afin qu'on réfléchisse, j'aurais tendance à dire à trois, vous, l'employeur, moi et le salarié, sur ces aménagements de poste de travail. De ce fait, si le salarié, pour des raisons qui lui incombent, ne souhaite pas qu'on vous prévienne de cette visite de pré-reprise, vous n'êtes pas prévenu. Donc, cette visite reste confidentielle. Il y a rupture de contrat. Le salarié est en arrêt de travail, donc on n'est pas obligé de vous prévenir du déroulement de cette visite de pré-reprise, sauf s'il nous a donné son accord co-signé, et à ce moment-là, vous recevez effectivement un document. Donc, à la question « Bonjour, le salarié peut-il nous demander de prendre rendez-vous pour lui ?» La réponse est non. Vous ne pouvez pas prendre rendez-vous pour lui, même si c'est pour l'aider, hein, j'entends bien, parce qu'on a souvent ces appels-là d'employeurs qui nous appellent et en disant vraiment qu'ils viennent d'avoir le salarié, et ça serait bien qu'on le reçoive. On entend tout à fait cette demande, mais comme je vous le disais en amont, on ne peut pas accepter parce que c'est une visite qui a lieu pendant un arrêt de travail, donc elle ne peut se faire qu'à la demande des personnes que je viens de vous citer. Alors, je pense que j'ai déjà répondu à la question que le support sera communiqué par mail. Donc, au mail que vous avez transmis, a priori, si je ne me trompe pas, Cécile, à l'inscription au webinaire. OK. C'est ça. Et puis, effectivement, le replay, il est souvent intéressant parce qu'il y a les échanges, il y a les questions. Donc, ça ne sera pas sur PowerPoint ou des ajouts, etc. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas ensuite à aller voir le replay. Alors, je poursuis. La visite de reprise. La visite de reprise est une visite obligatoire. Et contrairement à la visite de pré-reprise pour laquelle je vous ai précisé que vous ne pouvez pas prendre le rendez-vous, la visite de reprise, elle, par contre, elle vous incombe. C'est à vous de prendre rendez-vous pour la visite de reprise. C'est-à-dire que là, pour le coup, ce n'est pas au salarié de prendre un rendez-vous pour une visite dite de reprise. La visite de reprise, elle a lieu après un congé maternité, après une absence, quelle que soit la durée, suite à une maladie professionnelle, après une absence de 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Donc, faites attention sur ce point-là. Focus, ça a changé du fait de la réforme. Avant, c'était 30 jours d'arrêt maladie. Aujourd'hui, donc, c'est 60 jours d'arrêt maladie. Et après, une absence d'au moins 30 jours pour accident du travail. Donc, dès que vous êtes informé de la date à la fin d'un arrêt de travail et que ça répond à cette règle d'or, qui est donc, vous avez un arrêt de travail de plus de 60 jours pour arrêt maladie,
vous l'avez reçu, eh bien, vous nous appelez, vous prenez contact avec l'assistante médicale avec qui vous échangez régulièrement et vous demandez donc un rendez-vous de visite de reprise. Une fois que cette demande est réalisée, le service de santé au travail est censé donc pouvoir proposer un examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur ou au plus tard dans les délais de 8 jours qui suivent cette reprise. Donc, comprenez bien que si vous nous appelez la veille de la reprise pour demander l'examen, on va tout faire pour que ça réponde à cette loi de visite le jour de la reprise ou dans les 8 jours. Et c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, pour nos plannings, parce qu'idéalement, j'aurais même tendance à dire, en tant que médecin du travail, que le mieux, ça serait de voir les salariés le jour de la reprise pour vous aider le plus possible à organiser cette reprise du travail. Mais voilà, on ne peut pas répondre à la demande de chacun. Donc, plus tôt on le sait, mieux c'est pour tout le monde, donc pour organiser cette visite de reprise. Mais voilà, donc la visite de reprise, elle a lieu le jour de la reprise ou dans les 8 jours qui suivent donc cette reprise, et elle a lieu après une absence de 60 jours ou absence de moins de 30 jours. Très souvent, les employeurs, depuis cette réforme, nous demandent « mais j'ai un salarié, il est en arrêt depuis 40 jours pour un arrêt maladie et j'aimerais bien que vous le voyiez quand même ». À ce moment-là, c'est possible, mais à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une visite de reprise, ça s'appelle une visite à la demande de l'employeur. Mais pareil, vous pouvez tout à fait demander cette visite qui devient une visite à la demande puisqu'elle ne respecte plus les fameux délais des 60 jours pour arrêt maladie. À la suite de cette visite de reprise, le médecin du travail va statuer sur une attestation de suivi, avis d'aptitude ou avis d'inaptitude, avec proposition d'aménagement de poste ou pas, suivant évidemment l'état de santé et la compatibilité de l'état de santé avec son poste de travail. Alors, comment anticiper les allègements si les visites de reprise ont lieu le jour même de leur arrivée? C'est-à-dire, ce que je voulais dire par là, c'est que comme votre salarié a généralement 48 heures pour vous envoyer un arrêt, si vous avez déjà reçu un arrêt, par exemple, d'1 mois, et puis vous recevez une prolongation, donc je vais dire début mai, vous recevez une prolongation pour un arrêt de travail qui va jusqu'au 1er juin, ça fera 60 jours. À ce moment-là, vous pouvez nous appeler le 4 mai pour nous demander une visite de reprise qui aura lieu donc le 2 juin. Voilà comment anticiper. Alors évidemment, peut-être que la personne va de nouveau être prolongée. Évidemment, personne ne le sait, mais ça permet à ce que cette visite de reprise ait lieu idéalement le jour de la reprise ou dans les 8 jours qui suivent. Mais je comprends que ça ne soit pas facile du tout pour vous, parce que parfois, vous êtes prévenu que très tardivement, au contraire, des prolongations. Donc c'est quelque chose qui est évidemment complexe. Ah, pardon. Alors, je voulais parler d'allègement de post-manutention. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que c'est la visite de pré-reprise qui va le permettre, mais effectivement, vous ne pouvez pas la solliciter vous. Donc, c'est aux salariés et on communique beaucoup avec les médecins de ville pour effectivement faire penser à demander cette visite de pré-reprise qui nous permet de réfléchir à l'allègement de poste ou en tout cas à des préconisations qui permettraient la reprise et de pouvoir échanger avec vous en amont de la reprise pour voir si c'est organisable ou pas, évidemment. Donc, la visite occasionnelle qui peut être faite donc hors arrêt de travail, donc, parce que pendant un arrêt, c'est une visite de pré-reprise. Hors arrêt de travail, la visite occasionnelle peut être demandée par le salarié, par l'employeur, si vous avez un besoin, parce que vous avez besoin d'avoir un avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié qui est en exercice actuellement, mais vous aimeriez avoir l'avis du médecin du travail, eh bien, vous pouvez demander, bien entendu, une visite occasionnelle. La demande du travailleur, si le salarié vous demande d'aller voir le médecin du travail, ne peut motiver aucune sanction. Et également, le médecin du travail peut demander, lui aussi, une visite médicale pour tout travailleur pour lequel il juge que c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut revoir le salarié à un délai X parce qu'on estime qu'on voudrait voir comment se passe, donc par exemple, une reprise de travail à temps partiel thérapeutique, augmenter le temps partiel thérapeutique, etc. Je
poursuit. Donc, nouvelle visite dont vous avez peut-être entendu parler, la visite mi-carrière. Donc, la visite mi-carrière, elle est apparue lors de cette loi du 2 août 2021 et l'article R4624-22 du Code du travail. Cette visite mi-carrière, elle a pour caractéristique déjà de se réaliser chez les salariés qui sont âgés de 45 ans. Donc, tout salarié qui a 45 ans, vous pouvez demander une visite de mi-carrière. Le salarié peut demander cette visite de mi-carrière. Et également nous-mêmes, si on voit un salarié en visite périodique, par exemple, et qu'il a 45 ans, eh bien, on peut transformer ou coupler plutôt cette visite périodique, c'est-à-dire que la visite périodique est validée, et la visite mi-carrière également. Donc, elle a lieu lorsque le salarié a 45 ans, possibilité de l'anticiper de 2 ans. Donc, en clair, retenez que la visite mi-carrière, ça correspond aux salariés qui ont entre 43 et 45 ans. Et donc, elle peut être organisée conjointement avec une autre visite, ou alors il peut y avoir des accords de branche qui ont été établis et qui ont étiqueté un âge particulier, donc des 45 ans. Comme je vous l'ai précisé, cette visite mi-carrière, elle peut être demandée. Le législateur, il n'a pas ciblé, elle peut être demandée par tout le monde, salarié, employeur, médecin du travail. La condition, c'est que le salarié, il est entre 43 et 45 ans. Elle est réalisée par un professionnel de santé, donc médecin du travail ou infirmier en santé au travail par délégation avec le protocole écrit. Et à noter qu'un référent handicap peut assister à cette visite mi-carrière. Donc, en fait, c'est assez particulier parce que le référent handicap ne peut pas assister à l'entretien médical et à l'examen médical du salarié, mais il peut assister aux échanges qui concerneraient des éventuelles mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation, de transformation de poste. Donc, référent handicap, on est sur effectivement une notion d'handicap qui serait présent et qui permettrait de réfléchir ensemble sur un aménagement de poste. Alors, pourquoi elle a été établie, cette visite mi-carrière? En fait, cette visite mi-carrière décidée par le législateur, c'est pour réfléchir donc à l'état de santé du salarié à venir. En fait, à court, moyen terme, il y a certains métiers, c'est vraiment très d'actualité, évidemment, mais il y a certains métiers qui engendrent beaucoup plus de difficultés avec l'âge, avec le vieillissement physiologique du corps humain. Et l'idée, c'est de réfléchir à 45 ans si on pense que son état de santé est compatible avec le poste de travail similaire au cours des années qui viennent. Donc, elle permet d'établir un état des lieux entre l'adéquation poste de travail état de santé à date, donc à 45 ans, d'évaluer les risques de désinsertion professionnelle et s'il y en a, eh bien, peut-être de réfléchir avec le salarié, avec vous-même, avec des intervenants de chez nous, donc le service de prévention des insertions professionnelles, sur des formations, des transformations du poste de travail, des adaptations qui seraient nécessaires. Et puis, par ailleurs, elle sert également donc à sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. Et là, vraiment, nos infirmiers en santé au travail sont très compétents sur tout ce qui va être donc se préserver, être acteur de sa santé, préserver son capital santé, donc avec la lutte contre la sédentarité, l'activité physique, l'hygiène de vie, la nutrition, et j'en passe, qui aujourd'hui donc sont évidemment des indispensables pour pouvoir garder la santé. Autre nouvelle visite qui peut vous intéresser, bien entendu, c'est cette visite de fin de carrière, fin d'exposition, qui là aussi émane donc entre autres du 2 août 2021, mais elle existait en fait avant, mais elle n'était pas encore très clarifiée. Donc, elle concerne les salariés qui partent à la retraite ou qui ont été exposés à certains risques au cours de leur carrière et qui ont bénéficié d'un suivi individuel renforcé ou avant la mise en place de ce suivi individuel renforcé, ils ont été exposés à des risques particuliers. Donc, en clair, ça ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire que tous les salariés ne vont pas avoir une visite fin de carrière quand ils partent à la retraite. Ce n'est que les salariés exposés au cours de leur vie professionnelle à des risques particuliers. Et entre autres, donc, s'ils sont actuellement en suivi individuel renforcé, ils font partie, là pour le coup, des salariés pour lesquels il doit avoir une visite de fin de carrière. Ou alors, ils ont été exposés au cours de leur vie à certains risques, à une certaine exposition. Ils ne l'ont plus, mais
ils relèvent d'un suivi post-professionnel parce qu'ils ont été exposés à l'amiante il y a 20-30 ans. Eh bien, eux aussi, ils ont donc la nécessité d'avoir une visite de fin de carrière. Donc, qui est à l'initiative de cette visite de fin de carrière? Eh bien, l'employeur, dès que vous en avez la connaissance que du départ ou de la mise en retraite de votre salarié et qu'il a été exposé à des risques particuliers ou surtout qui justifie d'un suivi individuel renforcé actuel, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec le service de santé au travail, vous prévenez votre employeur, votre salarié, pardon, et il y a organisation de la visite de fin de carrière. Le salarié, lui aussi, bien sûr, peut demander cette visite puisque vous ne pouvez pas savoir les risques auxquels il a été exposé au cours de sa vie professionnelle en soi. Et donc, s'il estime qu'il a exposé à des risques particuliers, eh bien, il va nous appeler pour demander donc, cette visite de fin de carrière. Donc, cette visite de fin de carrière, évidemment, elle a lieu dans les meilleurs délais après la cessation de l'exposition à des risques particuliers ou avant le départ à la retraite. Elle est réalisée par le médecin du travail et non pas par le professionnel de santé, infirmier en santé au travail. Et elle consiste en plusieurs points. Établir un état des lieux à date des expositions, établir un état des lieux avec le déclaratif, évidemment, du travailleur. Et puis, bon, il est censé nous amener plusieurs documents qui nous permettent d'évaluer à quel risque il a été exposé au cours de sa vie professionnelle. Et à l'issue de la visite, le médecin du travail remet un document qui dresse l'état des lieux et ensuite est copié donc au dossier médical en santé au travail. Et si besoin est, il va avoir un courrier pour le médecin traitant, pour le médecin de la sécurité sociale, pour le suivi post-professionnel. Mais j'insiste bien sur 2 points. C'est que cette visite de fin de carrière, donc, vous n'avez pas à nous la demander pour tous vos salariés s'ils ont été exposés toute leur vie à aucun risque particulier, c'est-à-dire qu'ils ont été consultants toute leur carrière. Eh bien, ils n'auront pas de visite fin de carrière au titre de la législation, en tout cas. Si par contre, vous estimez qu'il est exposé à des risques particuliers aujourd'hui, il est en surveillance individuelle renforcée ou que le salarié, lui, estime qu'il est exposé à des risques particuliers, eh bien, vous nous appelez et on va envoyer un questionnaire d'éligibilité au salarié. Donc, on a besoin de ses coordonnées. Donc, on va vous demander les coordonnées du salarié. On va lui envoyer un questionnaire en ligne pour transmettre ce questionnaire d'éligibilité pour voir s'il est éligible à la visite fin de carrière. Il nous renvoie donc ce questionnaire d'éligibilité comme une sorte de Google Form, c'est assez facile. Le médecin du travail prend connaissance de ce questionnaire, estime s'il relève de la visite fin de carrière, et si c'est le cas, eh bien, évidemment, cette visite est organisée et nous vous prévenons également donc, que cette visite aura lieu. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un process en fait, de questionnaire d'éligibilité. L'assistante médicale ne peut pas vous poser tout de suite le rendez-vous de fin de carrière parce que nous, on a besoin d'informations avant pour s'assurer qu'il est éligible à cette visite. Dernière slide concernant les visites. Eh bien, la visite, qui n'est pas vraiment une visite en fait, qui correspond à ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison. Donc, ce n'est pas une visite parce que ce n'est pas organisé par nous-mêmes. C'est organisé par vous ou le salarié. Elle a lieu donc pendant l'arrêt de travail du salarié d'au moins 30 jours. Elle est totalement facultative. Je ne devrais pas dire elle parce que finalement, c'est un rendez-vous de liaison. Et vous pouvez donc proposer à votre salarié qui est en arrêt de travail de le recevoir ou d'échanger avec lui par n'importe quel biais, donc en présentiel, en distanciel, pour réfléchir donc sur les actions de prévention à mettre en place donc pour un éventuel aménagement lors de sa reprise. Le salarié n'est pas obligé d'accepter. A contrario, le salarié peut vous demander un rendez-vous de liaison pour échanger avec vous. Et vous pouvez, lors par exemple de ce rendez-vous de liaison, proposer aux salariés de nous appeler pour faire la visite de pré-reprise, par exemple. Ça peut être vraiment un bon moment pour échanger avec lui en disant, ben voilà, n'hésitez pas, je pense que ça serait opportun que vous appeliez le service de santé au travail pour faire cette visite de pré-reprise et qu'on réfléchisse donc à 3 sur l'éventuelle nécessité d'aménagement de poste. Lors de ce rendez-vous de liaison, peut assister donc employeur-salarié, mais aussi un membre du service de santé au travail, si le salarié est d'accord, un membre de l'équipe pluri, un membre de la cellule du service PDP
et le référent handicap sous l'accord toujours du salarié. J'espère que c'est bien clair pour le rendez-vous de liaison parce que c'est tout nouveau, hein, et ça peut être une très bonne idée dans certains cas. En tout cas, ça permet de l'échange avec un salarié qui est en arrêt de travail peut-être depuis très longtemps et vous voudriez savoir quelles seraient les mesures de prévention à mettre en place pour pouvoir anticiper. Donc, ça répond un peu à la question sur l'allègement de poste. Mais ce rendez-vous de liaison n'est absolument pas obligatoire pour le salarié qui peut tout à fait donc ne pas le souhaiter. Et je vais laisser la parole donc à Cécile pour vous présenter l'équipe pluridisciplinaire. Alors voilà, donc c'est notre dernier point. Effectivement, on a voulu quand même faire ce petit aparté. Donc du coup, l'équipe pluridisciplinaire, alors c'est toujours dans le but en fait de vous accompagner, hein, employeur, dans cette dynamique de prévention des risques professionnels. Donc le médecin, il anime et il coordonne donc toute une équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a déjà voulu vous parler de l'assistante médicale parce que c'est le premier contact souvent que les entreprises adhérentes ont et puis aussi que les salariés ont. Donc, elle accueille bien sûr les salariés lorsqu'ils viennent en visite chez nous. C'est elle aussi qui, elle ou lui, hein, parce que nous avons des garçons aussi, mais qui convoque les salariés. Elle gère les effectifs de vos entreprises. Elle gère ce qu'on appelle la vacation clinique, c'est-à-dire que donc elle accueille le salarié, elle récolte toutes les données administratives et elle l'aide à la réalisation des examens complémentaires. Elle est aussi garante de la traçabilité du secret médical et donc elle assiste toute l'équipe locale de santé au travail, donc l'équipe locale, préventeur, médecin, infirmière, donc en local puisque elle est dans son centre. Hop. Alors, attendez. Voilà. Donc, comment on mobilise les préventeurs? Donc, c'est le médecin du travail, hein, qui reste le partenaire privilégié. Donc, pour bénéficier d'une prestation d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire, vous en parlez au médecin ou à votre interlocuteur habituel qui relayera votre demande au médecin. Et donc, on le disait, hein, tous ces services de l'équipe pluridisciplinaire sont compris dans votre cotisation annuelle. Et donc, rapidement, un petit peu pour vous expliquer un peu qui fait quoi, vous avez l'assistant de santé au travail qui contribue à identifier les risques professionnels qui sont présents dans votre entreprise. Souvent, c'est la personne qui vient pour réaliser votre fiche d'entreprise. Ensuite, vous avez le psychologue du travail, donc qui vous accompagne et qui contribue à la prévention des RPS, des risques psychosociaux. Elle peut vous aider à élaborer un plan d'action, une évaluation de situation de souffrance au travail et elles peuvent réaliser des entretiens individuels mais aussi collectifs. Vous avez également l'assistante sociale, donc qui est dans un rôle d'écoute, de conseil, d'information, qui propose des solutions et qui oriente dans les domaines qui impactent la santé. Vous avez aussi nos ergonomes qui, là, peuvent vous accompagner dans l'amélioration des conditions de travail, donc qui va prendre en compte les contraintes organisationnelles, mentales, physiques et environnementales donc de votre entreprise. Et le technicien ou ingénieur hygiène-sécurité qui va là vous conseiller sur la prévention de risques professionnels et qui va vous accompagner aussi dans votre démarche de prévention. Donc, si vous avez, par exemple, un risque CMR à évaluer ou un problème sur une ambiance lumineuse, thermique, sonore. Voilà ce que fait un peu notre équipe pluridisciplinaire. Et donc, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à vous appuyer sur eux. Vous pouvez aller regarder sur notre site internet un petit peu tout ce que nous proposons et donc pour de toute façon rester informé, vous pouvez retrouver tous nos outils, nos conseils, nos flyers donc sur notre site internet horizonsantétravail.fr, sur les réseaux sociaux bien sûr aussi. Vous pouvez retrouver, donc on a mis quelques exemples, mais tous nos fascicules sont téléchargeables en PDF si vous souhaitez les ressortir ou vous en servir. Vous avez également le journal trimestriel Ligne d'horizon
très, très intéressant avec donc des articles qui changent, des témoignages aussi parfois d'adhérents que l'on a aidés. Notre newsletter mensuelle et donc toutes nos vidéos pédagogiques, hein, puisque sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous nos webinaires et également les sensibilisations que l'on a pu réaliser, que ça soit sur les addictions ou sur l'installation au poste de travail également. Et donc, le webinaire sur le suivi de santé, donc il y a un fascicule dédié qui s'appelle « Comprendre le suivi de santé, tout savoir sur les visites et les périodicités ». Donc, petit flyer qui reprend un peu tout ce que l'on vient de vous exposer avec le docteur Durand. Et le webinaire, donc comme on l'a dit, vous sera envoyé, enfin le PowerPoint vous sera envoyé sur vos adresses mail que vous avez saisies lors de l'inscription et l'enregistrement donc sur notre chaîne YouTube d'ici quelques temps. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas si vous aviez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres besoins. N'hésitez pas. Voilà, c'est le moment des questions. Pour ceux qui doivent déjà s'absenter, parce qu'on a dépassé un petit peu de 5 minutes, mais voilà, on était ravis de refaire ce webinaire. Et puis, on reste bien évidemment à votre disposition. Alors, si un salarié a plusieurs employeurs, vous voulez répondre peut-être, docteur Durand? Alors, si le salarié a plusieurs employeurs, c'est assez compliqué, effectivement, les multi-employeurs. En soi, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la personne occupe le même poste, les attestations de suivi, en fait, une attestation de suivi pourrait être utilisée par les autres employeurs. Mais ça, c'est vrai quand il n'y a pas de problème, en fait. Mais quand il y a une problématique d'aménagement, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Et donc, normalement, tout employeur doit adhérer à un service de santé au travail, même s'il n'a qu'un seul salarié. Donc, le salarié, il est censé rencontrer peut-être effectivement plusieurs médecins du travail ou plusieurs professionnels de santé pour la même visite d'embauche, etc. Mais c'est parce que le jour où il y a un problème, c'est tout de suite plus compliqué et l'employeur est censé adhérer. Donc, à ce moment-là, moi, j'invite souvent les employeurs, là, je pense souvent, donc, entre autres, à des agents d'entretien qui vont travailler dans plusieurs endroits et qui donnent des attestations de suivi aux particuliers employeurs. Il y a en fait actuellement une discussion là-dessus, c'est pour ça que c'est un peu complexe, parce qu'il va y avoir une certaine convention qui va être établie pour les salariés multi-employeurs, et entre autres le particulier employeur, qui va être mis en place parce que c'était une réflexion qui émanait pour simplifier un peu les choses pour les employeurs, mais aussi ne pas prendre de risques pour le salarié, d'une part, et puis aussi, s'il y a des aménagements, de pas penser que les aménagements sont valables partout. Un agent d'entretien qui travaille dans des bureaux, c'est pas pareil qu'un agent d'entretien qui travaille au domicile d'une personne. Donc, c'est pour cela que dans l'absolu, il y a cette convention qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à conseiller que tous les employeurs adhèrent à un service de santé au travail, même s'ils n'ont qu'un seul salarié.